Ok. Antenne dans 5 secondes. 5, Stupidité. 4, Chapitre 6, stupidité. Wow. 3, Stupide. 2, 1, c'est à vous. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ce soir, dans votre podcast semestriel sur la culture. Ce soir, pour parler d'un sujet hautement d'actualité, vous voyez ce que je veux dire, nous allons recevoir les autrices sulfureuses et ô combien charmantes d'un ouvrage intitulé Stupidité et pouvoir. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Armelle Sapet. Maël Franfou. Quel plaisir, mesdames. C'est un honneur, hein. Méliade. Écluante. Prenez place. Nous sommes en ligne. Mesdames, nous accueillons donc pour stupidité et pouvoir. Car, comme tous les êtres humains, les êtres stupides varient énormément. Leur capacité à affecter leur entourage, certains personnages stupides ne causent que des dommages mineurs à leur entourage, et en général des pertes limitées. Alors que d'autres réussissent à infliger des dommages incommensurables à des sociétés, voire à des nations entières. Le potentiel dévastateur des gens stupides dépend donc de deux facteurs principaux. Premièrement, le facteur génétique. Le facteur génétique. Certains individus héritent le gène de la stupidité à une dose exceptionnelle. Et ce, dès la naissance. Ils appartiennent ainsi à l'élite de leur groupe. Le second facteur qui détermine le potentiel d'un être stupide est lié à la position de pouvoir. La position de pouvoir et d'éminence qu'il occupe dans la société. Chez les bureaucrates, les hommes politiques, les généraux et même les chefs d'État, on trouve sans peine de superbes exemples d'individus fondamentalement stupides et dont la faculté de nuire a été rendue encore plus redoutable par la position de pouvoir qu'ils occupent ou occupaient. Et il ne faut pas oublier, chers collègues, faut pas les oublier non plus, les hauts dignitaires de l'Église. On peut peut-être continuer cette émission. J'allais vous le demander. Vous êtes trop gentil. Mais elle n'est pas fort, celui-là encore. Hein. Les êtres raisonnables se demandent toujours pourquoi et comment des êtres stupides peuvent accéder à des positions de pouvoir et d'éminence dans les sociétés modernes. Je vais vous répondre. À l'ère pré-industrielle, les classes et les castes étaient les structures sociales qui favorisaient la nomination régulière d'individus à des postes de pouvoir. Dans la plupart des sociétés,
Et la religion était un autre facteur contributif. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Mais dans le monde industriel moderne, les termes et concepts de classe et de caste ont été bannis. Et la religion est en déclin. La religion, c'est vraiment un autre Oui, facteur mais contributif. la politique, mesdames, la politique. Les partis politiques. Oui. Merci de ne pas m'interrompre. C'est insupportable. Les partis politiques et la bureaucratie se sont substitués aux classes et aux castes. Et la démocratie s'est substituée à la religion. Dans un système démocratique, les élections sont un instrument tout à fait efficace pour garantir le maintien d'une fraction sigma parmi les puissants. N'oublions pas que, N'oublions pas. selon la deuxième loi fondamentale, un pourcentage sigma d'électeurs composé d'individus stupides. La probabilité que tel individu soit stupide est indépendante de toutes les autres caractéristiques de cet individu. Et que, écoutez bien, et que les élections, messieurs, dames, oui, les élections, leur offrent à tous à la fois une occasion formidable de nuire à tous les autres, sans rien y gagner. C'est tellement vrai, madame Slapet. Et c'est ce qu'il faut, en contribuant au maintien de la fraction sigma parmi tous ces individus au pouvoir. Messieurs, dames, bonsoir. Vous avez tellement raison, madame. S'en fout que... Madame Slapet... Bien, chers internautes, à l'année prochaine pour notre prochaine émission littéraire. Bonne soirée. J'ai l'impression qu'il y a un problème de lumière. Problème de lumière? Quoi? Problème de lumière, encore. Comme à chaque fois. Mais je vais essayer de... Non, bah laissez, on va se débrouiller. Ouais, non, parce que... Bon. Bon. Vous installez comment? Là, comme ça, c'est bien. Là? Oui. Oui. Bon, Excusez-nous, on a problème de lumière, d'éclairage. Je préfère m'asseoir, ça vous embête pas? Allez-y. Donc nous allons lire le texte, d'accord? Ouais, bah oui, vous viendrez, hein. Attendez. Donc, je crois que c'est... Je commence, si vous voulez bien. Ça vous va? Est-ce que l'on nous entend, là, au fond? Un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok, alors, excusez-nous. Donc, moi, je commence comme ça, là. Ça me paraît bien. Là, attention, là. Non, je reprends là. Ok, on a comme ça. C'est un peu... Il n'y a même pas d'eau. Bon, excusez-nous, parce que le genre de conférence comme ça, habituellement, c'est vraiment bien préparé. J'aime pas travailler dans ces conditions-là, pas du tout. Pas nouveau, hein. Non. Bon, de toute façon, la science a besoin de nos éclairages, donc on vous propose de vous lire La puissance de la stupidité, chapitre 5, Non, le 7. 7. Ouais. Ok, 7. Alors, on comprend sans mal comment le pouvoir social, politique et institutionnel renforce le potentiel dévastateur d'un individu stupide. Reste à expliquer et à comprendre en quoi la stupidité rend un individu dangereux pour autrui. Autrement dit, en quoi consiste la puissance de la stupidité. Oui. Ok. Les créatures essentiellement stupides sont dangereuses et redoutables parce que les individus raisonnables
ont du mal à imaginer et à comprendre les comportements déraisonnables. Un être intelligent peut comprendre la logique d'un bandit. Non. Si. Les actions. Les actions d'un bandit obéissent à un modèle rationnel. D'une rationalité déplaisante, peut-être, mais rationnelle tout de même. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Le bandit peut avoir plus sur son compte, parce qu'il n'a pas assez l'intelligence pour concevoir le moyen d'obtenir ce plus en vous offrant un plus à vous aussi. Il créera ce plus en provoquant un moins sur votre compte. C'est une mauvaise action, mais elle est rationnelle. Et si on est rationnel, on peut s'y attendre. On peut prévoir les actions d'un bandit, ses manœuvres malfaisantes et ses aspirations détestables. On peut donc souvent s'en défendre. Oui, c'est ça. Face à un individu stupide, tout cela est absolument impossible, comme l'explique la 3e loi fondamentale. L'être stupide vous harcèle sans raison, sans aucun avantage pour lui, sans aucun programme ni projet, dans les moments et dans les lieux les plus improbables. Il n'existe aucun moyen rationnel de déterminer quand, comment et pourquoi la créature stupide attaquera. Quand il se présente à vous, vous êtes entièrement à la merci d'un individu stupide. Allez-y, continuez. C'est moi ? Oui. Parce que les actions des gens stupides... Un peu plus fort. Parce que les actions des gens stupides ne sont pas conformes aux règles de la rationalité, il s'ensuit que, petit a, leur attaque nous prend en général au dépourvu. B, même lorsque l'on prend conscience de l'attaque, nous ne pouvons organiser aucune défense rationnelle, parce que l'attaque est elle-même dépourvue de toute structure rationnelle. L'activité et les mouvements d'un être stupide étant par nature erratique et irrationnelle, toute défense s'avère problématique. Et contre-attaquer est extrêmement difficile. Oui. Comme si l'on essayait de tirer une cible sur une cible capable des mouvements les plus improbables et les plus incongrus. C'est à quoi pensaient Dickens et Schiller. Ah oui, Dickens, Schiller, oui. Lorsque le premier, Dickens surtout, déclarait que l'homme peut tout affronter armé de stupidité et d'une bonne digestion. Oui. Et lorsque le second écrivait que, contre la stupidité, les dieux même luttent en vain. Oui, je vais noter ça. Vous pouvez redire la dernière phrase? Le truc des dieux. Oui. Contre la stupidité, les dieux même luttent en vain. ENT en vain. Oui. Merci beaucoup de votre compréhension. Nous sommes désolés de ce qui s'est passé là, mais... Chers collègues. Oui, chers collègues, ça ira très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.